Donc, je vais demander tout de suite à Carlo Alberini, qui est le directeur du département SAP plus D de Montée-sur-Seine. Carlo, qui va être l'animateur de la table ronde suivante sur l'architecture. Pourquoi une table ronde sur l'architecture? Parce que l'architecture joue un rôle très important dans la société. Dis-moi comment tu construis et je te dirai quelle société tu as. Donc voilà pourquoi après l'entreprise, nous parlons de l'architecture et après nous parlerons pour terminer donc de l'humain et de la conclusion. Carlo, c'est à toi. Bonjour, bonjour et merci Jasmina. Oui, on va s'asseoir. Comme ça, on est mieux. Donc, quand Johnston m'a proposé... Oui, allô, ok, très bien. Quand l'ami Johnston m'a proposé d'être aujourd'hui parmi vous, à animer cette petite table ronde, et il m'a informé des sujets, il a dit la conscience. J'ai réfléchi beaucoup pour dire la conscience dans l'architecture et je n'avais pas tout de suite une réponse. Et donc, je me suis interrogé sur le mot lui-même. Et j'ai dit que c'est un mot qu'on peut, utiliser, décliner au moins de 3 façons différentes. On peut dire qu'on peut avoir une conscience, on peut être conscient de quelque chose et on peut, prendre conscience de quelque chose. Et donc, ils sont exactement 3 passages critiques que chaque architecte doit faire quand nous faisons un projet. Ça veut dire que nous avons une conscience, donc nous avons des valeurs. Il faut prendre conscience, ça veut dire que nous devons apprendre quand chaque fois on est impliqué dans un projet, il faut comprendre le contexte. Et donc, être conscience, c'est quelque chose que nous avons déjà. Et donc, je passe la parole à Jasmina pour dire merci de nous dire quelque chose sur ces 3 différentes façons de considérer le mot conscience dans le voyage de l'architecture. Merci. Merci Carlo. Merci à Jean, à Bruno, à Hanan de m'avoir acheminé jusqu'ici et de voir une aussi belle manifestation fractale du réel auquel on n'a pas accès directement. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de vous retrouver dans un espace où vous êtes submergé par une émotion au point d'en avoir la chair de poule, au point d'en avoir des larmes? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, est-ce que le vide qui nous entoure ne serait-il pas plein? Est-ce que l'architecture se limite à des murs? Est-ce que ce n'est pas en fait un pont entre nous et l'invisible parfois? Pour faire la relation avec ce qui a été exposé hier et ma curiosité scientifique m'amène à faire la jonction entre la science, la spiritualité et l'architecture, et c'est dans cette conscience-là que je me situe. Et j'aimerais justement, pour répondre à ta question, Carlo, je distingue à mon niveau entre une supraconscience qu'Emmanuel a appelée esprit, d'accord, qui à mon niveau va se manifester comme un flux d'informations que je vais recevoir. Ma conscience, ça va être ma capacité à traiter cette information et à la mettre en pratique. Je suis un filtre d'un certain nombre d'informations. D'accord? Ça, c'est à mon niveau. Seulement, là, nous sommes architectes, et dans l'architecture, cette conscience va se décliner en 3 niveaux de conscience. Il y aura une conscience universelle,
qui va nous amener, par exemple, à parler de phénoménologie. La phénoménologie, pour être brève, bon, j'avais une présentation, mais comme le temps maintenant se contracte, je vais contracter mon propos. Mais comme M. Pau vous l'a dit tout à l'heure, j'ai une présentation qui sera à votre disposition. Mais brièvement, la conscience universelle donc va nous permettre de conceptualiser notre conscience physique, nos sens physiques. La phénoménologie, c'est ça. On appréhende un espace avec nos yeux, on appréhende un espace avec le toucher, les matériaux, on appréhende un espace, même un aveugle peut se mouvoir dans un espace juste avec le toucher. Ça, c'est la phénoménologie. Les Chinois ont inventé aussi une science qui s'appelle le Feng Shui. C'est pour appréhender les forces de la nature qui entourent l'espace dans lequel on est. Et personnellement, mon parcours, mon expérience d'architecte et mon expérience d'apprenti soufi m'a amené à m'intéresser à d'autres sens, ce que j'appelle les sens subtils. D'abord l'intuition, ensuite l'émotion, ensuite la créativité va se manifester avec l'imagination. Et ces sens-là m'ont amené à conceptualiser ce que j'ai appelé, en 2015, quand j'ai sorti mon ouvrage sur l'architecture et spiritualité autour des Zaouïas, j'ai appelé ça l'architecture 5D. Bon, le 3D, on a bien compris que c'est la dimension matérielle, mais la quatrième dimension que j'ai introduite, c'est la dimension de temps. Le temps de penser l'œuvre, le temps de réaliser l'œuvre, le temps de vivre l'œuvre, et le temps que l'œuvre laisse comme impact dans le temps. Victor Hugo avait dit que l'architecture, c'est le grand livre de l'humanité. Elle donne à voir la grandeur d'une civilisation, elle donne à voir son intelligence et sa force. Et j'ajouterai que, pour moi, architecture et spiritualité sont intimement liées, et c'est là où j'avais intitulé ma présentation la sixième dimension. Cette sixième dimension, c'est cet état dans lequel on est, dans cette espèce de transcendance, d'élévation dans un espace. Et le rôle de l'architecte, c'est justement d'inviter à l'élévation. Maintenant, concrètement, ces trois dimensions de conscience vont se décliner dans de l'action, puisque nous sommes des gens de terrain. On prend conscience de quelque chose, ça veut dire qu'on devient responsable. Et quand on est responsable, on agit en conscience. Donc, la conscience universelle ou la conscience collective va se décliner dans une action, on va dire, mondialisée, une action globale. C'est ce que, par exemple, fait l'ONU en définissant les 17 objectifs de développement durable. C'est ce que fait l'UNESCO pour la préservation du patrimoine, et d'ailleurs, entre parenthèses, le patrimoine protégé par l'UNESCO, il y a 20% de patrimoine spirituel, c'est quand même pas mal. C'est le 5e de tout le patrimoine. Et il y a aussi ce qu'on appelle une action locale. Dans cette conscience collective, il y a aussi une action locale. Et là, on va voir le travail de l'Union internationale des architectes qui va faire le relais des 17 objectifs de développement durable et qui va essayer de voir comment dans le monde les architectes veillent à respecter ces objectifs-là. D'ailleurs, nous avons avec nous dans la salle le président de l'Ordre des architectes qui était le mois dernier à la grande assemblée de l'Union internationale des architectes à Kuala Lumpur, dans laquelle il a fait un état des lieux du post-séisme. Et là, je vais en arriver à l'action locale. L'action locale, c'est ce qu'on appelle la gestion de crise, par exemple. Et le séisme du Haouዝ a secoué les consciences, on est bien d'accord, il n'a pas secoué que la terre, il a secoué nos consciences. Et on se pose la question, comment d'abord prévenir, parce que l'architecte doit être prévenant, il est à l'écoute des besoins, bien sûr, il est à l'écoute du lieu aussi, mais il doit être prévenant. On doit prévenir ce genre de choses. Donc la question qui s'était posée, est-ce qu'il faut reconstruire en béton ou est-ce qu'il faut construire en pierre? Or, notre devoir
ce que j'appelle la conscience professionnelle, c'est justement de préserver les gens, de leur offrir du bien-être, et tout ça, ça rentre dans l'intention première. Merci, merci. Alors, Luca, à toi la parole, merci. Arrive pour dernier, avant le déjeuner, tout le monde sera fatigué. Et ça me soulage de savoir que toi aussi, tu n'étais pas exactement, tu avais trop bien compris l'architecture consciente, qu'est-ce que l'architecture consciente. Et je suis très heureux, merci beaucoup à Jean, à toi de cette invitation. Ici, un pays qui m'est très cher, parce que depuis 9 ans, j'ai la chance de travailler au Maroc, et on avait gagné le concours de l'UM6P à Laayoune, où on a construit le centre Azari. Et donc, c'est un pays que je connais bien, et qui m'a, grâce à votre invitation, permis de me poser des questions qui étaient un peu automatiques dans ma tête. Mais en gros, l'architecture consciente, j'essaie de l'apprendre par le biais de la pratique. En fait, il n'y a pas une architecture consciente s'il n'y a pas un architecte conscient. Donc, la conscience de l'architecte, je suis sûr qu'à l'époque, dans le XXe siècle, quand quelqu'un a imaginé d'écrire la charte d'Athènes, ou plutôt imposer un style international, peut-être qu'à l'époque, eux-mêmes avaient une conscience. Mais la conscience tant que telle, je ne suis pas là pour faire de la philosophie, il y en a beaucoup plus mieux que moi, mais la conscience tant que telle, dans notre métier de l'architecture, doit elle-même évoluer. Donc comment elle, à un moment donné, a pensé de nous faire vivre dans un endroit, travailler dans un autre, d'une façon tellement fonctionnelle et séparée, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne veut plus ça. Et donc, notre métier est un métier qui doit évoluer dans ce sens. Et cette conscience doit partir d'un constat du fait que, surtout dans le XXe siècle, on a beaucoup imaginé, nous-mêmes, tant qu'architectes, et j'en fais une question d'architecte, parfois de nous mettre devant même l'œuvre qu'on voulait imaginer. C'est-à-dire qu'une architecture consciente, d'abord, pour moi, c'est quelque chose qui est un acte collectif. Ce n'est pas là où un architecte dit « je veux faire ça ». Et pour faire un acte collectif, le rôle même de l'architecte dans une architecture consciente doit changer. Et donc, au lieu d'être un solo qui joue son violon, c'est plutôt un chef d'orchestre. Et dans cette logique, en fait, d'imaginer qu'un projet est un effort collectif, ce qui était le cas avec vous donc, pour le projet à Laayoune, c'est là vraiment où le paradigme et la position même de la conscience d'un architecte change et doit, dans ces cas-là, avoir un rôle de donner le chemin, la direction. Et cette direction doit être assumée tout en gardant, et je ne veux pas être non plus nostalgique, les valeurs et toutes les innovations qu'aujourd'hui la technologie nous permet pour concevoir des architectures, mais en imaginant que derrière, il doit y avoir une vision sociétale, politique, économique, qui doit tendre vers quelque chose qui ne parle plus de la performance d'un bâtiment. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de performance en finance, en performance, mais plutôt quelque chose qui tend vers la robustesse. Et Olivier Hamon a écrit un ouvrage là-dessus très intéressant, qui est très pertinent en architecture, pour voir comment, aujourd'hui, la conscience doit tendre vers des bâtiments, des architectures qui sont régénératives, un peu comme des organismes vivants. Et c'est là-dedans, je suis très investi dans notre cabinet, notre agence, dans des projets qui s'aspirent au vivant. Et quand on essaye nous-mêmes de se repositionner comme avant être humain, après architecte, il y a juste un petit adage intéressant qu'on utilise hier, on parlait aussi avec les étudiants, de se dire, si on imagine l'histoire d'évolution du vivant sur Terre, on parle de 3,5 milliards d'années à peu près. Et on s'imagine ça comme une journée de 24 heures. Dans cette journée, 3/4 de la journée, ce sont juste des éléments monocellulaires. L'après-midi de cette journée sont les organismes multicellulaires. Les dinosaures arrivent vers la fin de la soirée. Et nous-mêmes, comme Homo sapiens, on n'est là que pour 6 secondes de cette histoire de l'humanité. Donc comme architecte, comme bâtisseur, parce que finalement nous on doit donner forme à quelque chose, dans 6 secondes, on ne peut pas imaginer de tout savoir. Et le savoir existe dans le vivant. Et c'est pour ça que nous, on développe beaucoup de projets qui s'inspirent de ça, qu'on parle donc du biomimétisme, comment chercher l'intelligence
dans ce qui existe pour la transporter et en conscience concevoir des architectures qui sont prêtes à s'adapter plutôt qu'imposées, qui s'adaptent et qui sont différentes selon où on les conçoit, selon comment on les conçoit, et surtout faisons très attention, et je me rejoins à ce que tu disais, sur le fait d'avoir un rôle aussi de créer des émotions. Et il y a quelqu'un, il y a plus d'un siècle, qui parlait de vivre dans des machines habitées. Imaginez-vous la poésie là-dedans, il n'en existe pas. Donc en fait, c'est important de retrouver cette valeur, de se joindre et imaginer des bâtiments qui rentrent dans une logique écosystémique de la ville et créer des émotions qui créent un lien social et qui permet vraiment de bâtir une société meilleure de celle qu'on a. Merci, merci. Alors, je voudrais, faire un deuxième tour et nous, architectes, nous sommes conscients que notre rôle, notre travail, c'est un travail merveilleux, mais très compliqué. Parce que nous avons un volet culturel, un volet technologie, un volet esthétique et un volet social. Donc, nous avons conscience de notre rôle et de la complexité. Et vis-à-vis de ces 4 composants, je voudrais explorer avec vous, tout ça par rapport à l'idée d'avoir des racines. On a discuté hier, ça veut dire racine, le rôle d'avoir une racine culturelle, permettre à un projet d'avoir des racines sur le lieu, parce qu'il soit conçu pour un lieu et pas pour être copie-collé partout. Et donc, j'aimerais savoir votre expérience, parce que vous êtes senior. Et donc, je suis sûr que vous avez beaucoup à partager, mais avant que John va me faire aller-retour pour dire 3, 2, 4, je vais dire 5 minutes, pas plus. Et après, on va voir. Merci. Carlo. J'ai évoqué la 4e dimension tout à l'heure en évoquant la notion de temps. La 5e dimension, eh bien, c'est la question fondamentale des racines. Donc, la 5e dimension, c'était l'esprit du lieu. Et ma conscience personnelle m'a amenée vers un travail de prospection des lieux sacrés. Et c'était en 2011, avec la montée de l'obscurantisme et Daesh qui commençait à attaquer les lieux sacrés. J'ai évidemment, avec ma fibre soufie, j'ai eu une espèce d'instinct de survie, de réaction, d'aller prospecter les lieux, d'en témoigner et de sortir un ouvrage sur des espaces qu'on appelle des zawiyas. Ces espaces mêmes qui créent ces émotions et qui sont des lieux d'élévation, qui sont des espaces de transformation de l'être, des espaces de transmutation du cœur. Et donc j'ai témoigné de cela. J'ai fait un voyage, j'ai fait un parcours géographique partant de Fès, qui est la capitale spirituelle du Maroc, pour aller au Sénégal, qui est la sœur jumelle spirituelle de Fès, parce que tout le monde le sait. L'école à laquelle j'appartiens est une école qui rayonne sur l'Afrique, qui est l'école Tijani, et qui compte pas moins de 450 millions d'adeptes à travers le monde. Donc j'ai eu cette curiosité d'aller voir comment se manifeste la diversité dans l'unité du culte. Et donc j'ai été vers ces gens pour témoigner, pour consigner, pour voir, pour vivre cette émotion à leur façon. Et je suis remontée toute l'Afrique du Nord pour aller vers l'Égypte et aller vers notre terre sacrée qui est la Mecque et Médine. Et donc c'est ce que j'ai appelé moi le berceau de la Tijaniya. Ça a donné un ouvrage qui s'appelle Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, qui est sorti en 2015, mais qui m'a donné une certaine forme de légitimité en tant que femme pour transgresser des habitudes culturelles chez nous assez misogynes dans le champ religieux.
Et donc, je me suis retrouvée avec des maîtres spirituels hommes, parce qu'ils étaient curieux de ma démarche en tant que femme architecte. J'ai jamais enlevé ma casquette d'architecte, ça me préservait des critiques des historiens, des anthropologues. Je ne suis pas spécialiste dans ces domaines-là, je ne parlais que de mes émotions et d'architecture. Okay, et du coup, je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, il y a une certaine forme de reconnaissance du rôle de la femme dans la spiritualité, pourquoi ne pas parler des saintes femmes du Maroc? Et là, rebelote un nouvel ouvrage qui est sorti en 2022 pour témoigner du rôle fondamental de la femme dans l'éducation spirituelle chez nous, au Maroc. Et ça a donné Sur les pas des sacrées femmes, des saintes femmes du Maroc. Sacrée femme, qui est sortie en 2022. Maintenant, j'ai eu cette chance de rencontrer Hanan, qui m'a présenté à Jean. Bruno, je le connaissais depuis quelque temps, et ils étaient interpellés par ma démarche, et ça va donner probablement naissance très bientôt à un domaine de recherche que je vais entreprendre avec le Centre Sciences et Quête de Sens pour faire un travail beaucoup plus académique. Jusque-là, c'est mon cœur qui me portait, électron libre, mes émotions, architecte quand même, donc j'ai une certaine, comment dire, une certaine rationalité scientifique dans ma démarche, malgré tout. Mais là, j'ai cette chance et grande gratitude au réel et grande gratitude au serviteur du réel, Sidi Abdelhak, qui va m'accompagner dans cette recherche. Ça sera une espèce de guide du patrimoine spirituel du Maroc, et on va ratisser large, et ça va être un travail académique. Merci, merci. Alors le sujet des racines, c'est vrai que c'est un sujet que ça nous interpelle parce que dans la pratique, il y a eu un moment où on a perdu les racines. Les racines dans le sens qu'on a vu des bâtiments à Milan plutôt que dans le pôle Nord, au sud du Brésil, qui étaient les mêmes. Donc comme on dit, comment on peut imaginer, nous, en tant qu'architectes, de construire des bâtiments de deux endroits différents en imposant quelque chose. Ça, pour moi, c'est incompréhensible, mais c'est un fait, ça a été le cas. Donc, s'accrocher aux racines, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le mot de notre agence, et je peut-être tous ne savez même pas, mais le mot-clé est un projet pour être durable doit naître de ses racines. C'est écrit dans notre site, donc je ne savais pas, tu ne savais pas, mais... Donc, c'est quelque chose qui nous est à cœur, d'ailleurs, parce que c'est une agence familiale. Et moi, je suis le nom familial, ne fait pas partie de la famille, mais aujourd'hui, je dirige l'agence avec Anthony et Clémence. Donc, je suis dans cette démarche où tout à l'heure on parlait. Comment rentrer dans quelque chose qui est déjà enraciné et vivre avec. Dans notre métier, ces racines sont importantes pour avoir un ancrage local d'un projet et voir comment cette démarche doit aussi être capable de s'adapter à différents contextes. Et on a eu la chance, nous, de travailler, moi je travaille encore au Sénégal, on fait une école au Sénégal à Dakar, au Maroc, en France, en Russie, au Brésil, au Canada. Tout ça, évidemment, avec des opportunités de travailler localement, avec ce qui existe. Et il n'y a rien de mieux parce que l'acte de construire est un acte qui doit avoir un impact sur la société. Et donc, ces racines, ça veut dire connaître les lieux, les matières qui existent, le climat, l'endroit, et aussi faire une opération, et là je cite ce qui était le cas ici au Maroc en particulier, des mêmes cultures et d'échanger habitudes que malheureusement on a acquis. Par exemple, le fait qu'il y a beaucoup d'endroits et pays dans le monde où on est très content d'avoir 17 degrés avec l'air conditionné. Est-ce que vraiment on a besoin de ça ? Et donc, avec vous-même, comment dire, les directions de l'UM6P et de l'OCP à l'époque, on avait dit pour l'université à Laayoune, je cite ça parce que c'est un exemple, de dire, écoutez, on construit une université dans le désert, ben, là, comment on vive? On ne va pas répliquer la même chose, mais peut-être il faut être capable, en conscience, de s'adapter à quelque chose et faire en sorte que même l'usager soit conscient de là où on va vivre, là où on va étudier. Et donc, de ne pas imposer des modèles qui viennent d'ailleurs,
à un endroit comme le désert. Et cela aussi avec des matériaux locaux, des compétences locales. Et je pense que, et à nouveau, je rejoins ce que je disais, c'est là où vraiment la capacité, la beauté de ce qui se passe aujourd'hui, que quand j'ai commencé le métier il y a 20 ans, ce n'était pas trop le cas, mais heureusement j'étais déjà dans cette marche. Il y a une conscience collective qui est beaucoup plus facile à convaincre. Et donc, ce sujet vraiment des racines nous permet aussi, au moment compliqué des crises, si je pense même un instant techniquement d'un bâtiment et on le rend passif, un bâtiment qui fonctionne, et on ne doit rien inventer. Nos ancêtres, à l'époque, Marco Polo, quand il faisait ses voyages, ils lui ont servi une glace au tamarin dans le désert d'Iran. Il y avait de la glace dans le désert d'Iran au XIIe siècle. Il n'y avait pas de frigo, je vous rassure qu'il n'y avait pas. Le réfrigérateur n'était pas encore inventé. Mais pourtant, comment ça? Ça, c'était grâce à l'architecture. Donc, il y a beaucoup de savoir qu'aujourd'hui, on peut prendre dans l'histoire, dans la culture, et on peut, sans nostalgie, les réinventer avec de nouveaux bâtiments qui créent des émotions et qui permettent de regarder avec optimisme l'avenir. La conscience énergétique est de mise. Merci, merci. John, je crois qu'on peut terminer. Oui. Pardon, oui. Je voudrais finir par une projection d'une petite vidéo de 2 minutes. Ok, très bien. La régie, si vous voulez bien. جمعكم